Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Luc Lémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Quant à notre sujet du jour, on va parler de ce qui se passe dans notre tête quand on interroge une intelligence artificielle et quelles conséquences cela a sur les réponses qu'elle nous fournit. Parce que l'IA est le prolongement de nos mots, nos biais, nos certitudes. Notre invité du jour s'est demandé, l'IA est-elle le miroir de notre façon de penser ou une véritable rencontre intellectuelle? Tout un programme et c'est avec Stéphane Ginocchio. Bonjour. Bonjour. Merci de cette invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir partager du savoir. Là, c'est vraiment une belle occasion sur cette belle chaîne. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Je le rappelle, vous êtes donc enseignant permanent au Collège de Paris et conférencier en neurosciences appliquées. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Luc Lémy et sa série La famille tout écran. Salut mes petits loulous, on est en live avec Myriam et Erwan. Myriam, Erwan, on est déjà plus de 20 000 personnes sur le live. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever mon défi, le Yes Maris Challenge, pour gagner un incroyable cadeau? Yes! Myriam et Erwan, c'est un truc de dingue, on est en train d'exploser tous les records, il y a plus de 80 000 personnes qui vous regardent. Alors, pour réussir le Yes Marie Challenge, je vais vous proposer 3 gages. Le premier, faire la poule. Oh là là, ça c'est de la poule de compétition. Premier gage hautement relevé. Le deuxième gage, ça va être de toucher votre nez avec la langue. Allez, c'est parti. On va dire que c'est bon. Allez, troisième gage maintenant les amis, je vais vous demander de tondre la pelouse, mais avec la bouche uniquement. C'est parti, allez go. Non, oh, vous êtes sérieux? Vous alliez vraiment le faire, là? C'est fou, non? Je vous avais dit ou pas? Les gens, dès que tu leur parles de challenge, ils font n'importe quoi. Genre, moi, ça me rend dingue. Quand vous participez à un challenge sur Internet, réfléchissez aux conséquences avant de passer à l'acte. Vous pouvez vous mettre dans des situations ridicules, voire dangereuses. Faites le tri, les amis. Chérie, j'ai un challenge à te proposer. Je sens que ce challenge va me plaire. Tiens, alors c'est l'heure du vaisselle challenge. Ensuite, il y aura le sortir les poubelles challenge. Et pour finir, le massage de ta femme challenge. Ah, celui-là, je peux le relever sans crainte. Allez, sur un tout autre sujet, l'intelligence artificielle, lorsque l'on en parle, et plus particulièrement lorsqu'on l'utilise dans un cadre pédagogique, il y a 2 éléments extrêmement importants à prendre en considération. Le premier, bien évidemment, c'est le prompt, autrement dit, la consigne que l'on va donner à l'intelligence artificielle, une consigne qui, par essence, n'est jamais neutre. Le second, c'est que lorsque l'on touche au domaine du savoir, nous sommes tous traversés par des biais. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle ne les filtre pas toujours, elle peut même les prolonger avec à la clé des conséquences sur la compréhension, le raisonnement et l'esprit critique. On va en parler tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, je me suis armée d'un expert du sujet, Stéphane Ginocchio, enseignant permanent au Collège de Paris et conférencier en neurosciences appliquées. Alors, on va peut-être commencer par le plus simple, puisqu'on est dans l'école du futur, Stéphane. L'intelligence artificielle à l'école, c'est un sujet dont on parle régulièrement ici. Mais factuellement, quand on parle d'intelligence artificielle à l'école, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Quelles sont les applications aujourd'hui? Je dirais que quand vous dites l'école du futur et IA, il y a quelque chose qui est un peu bizarre parce que l'IA, c'est l'école d'aujourd'hui. Il y a certains qui pensent que c'est bientôt demain qu'il faut s'y préparer. La réalité, c'est que c'est aujourd'hui et qu'on est un peu en retard pour s'y préparer. Et on découvre, mais alors pour le coup très rapidement, que aujourd'hui, enseigner, c'est pas offrir des réponses, parce que l'IA offre les réponses, c'est apprendre à comment obtenir des réponses fiables, lucides, qui nous éclairent. Et on verra pourquoi, mais je voudrais commencer par une citation du philosophe Alain que j'adore et qui vraiment résonne, est un effet miroir sur l'IA, c'est rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une idée. Et l'IA, malheureusement, sans aucun vice, possède des algorithmes. C'est comme ça qu'elle est fabriquée, l'IA. Et l'algorithme de l'IA va simplement répondre aux prompts
dont vous parliez, je pose une question et elle me répond comme si elle était un adepte de ma secte. Je suis le gourou, je fixe le cadre, je lui pose des questions qui, malgré mon envie et mon intention, sont influencées par mon inconscient. Et mon inconscient, inconsciemment, ça paraît bête à dire, mais c'est ça, inconsciemment va lui dire « Oh, miroir, qui est la plus belle ?» Et la réponse va être « Stéphane, c'est toi la plus belle ». Ce qui est faux, vous le savez, maintenant qu'on s'est vu, mais à côté de ça, ça va me faire plaisir. Et l'IA ne donne pas une réponse fiable, elle donne une réponse qui me conforte. Bon, on va continuer à le développer. Dans mon cadre. Elle ne sort pas du cadre. Elle n'est pas là pour être l'école du doute. C'est moi qui dois douter pour être certain d'être lucide. Et justement, vous allez nous apprendre au cours de cette émission peut-être à un petit peu plus douter. Mais avant ça, une petite question philosophique. On entend beaucoup que l'IA révolutionne l'éducation. Est-ce que c'est plutôt une évolution ou une révolution ? Je pense que c'est une révolution parce que apprendre, c'est passer... Je vous donne une définition neurocognitive. C'est passer de l'explicite à l'implicite. C'est-à-dire de passer d'un moment où je fais un effort pour comprendre, en me disant « Ah, mais finalement, ce raisonnement, c'est pas la peine que je le refasse » parce que vous le savez, chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, c'est fatigant. Donc le cerveau a appris, et Darwin nous explique que tous ceux qui pensaient pas comme ça ont sûrement disparu, et moi je suis, vous aussi, et vous qui nous écoutez, vous êtes des descendants de ceux qui pensaient comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de dire que si c'est intéressant, je l'automatise, je le rentre dans l'implicite. Exemple, j'apprends à conduire. Pendant une demi-heure, je tiens mon volant. C'est très compliqué. Et finalement, je me dis, tiens, ça doit être utile. Donc, je l'ai mis en automatique. Et maintenant, au bout, alors moi, j'ai 40 ans de permis, mais pour ceux qui ont ne serait-ce qu'un ou 2 ans de permis, ils conduisent en faisant autre chose. Parce qu'on a appris comme ça. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle révolutionne ça. On n'est pas là pour passer de l'explicite à l'implicite. Toutes les données de l'univers qui nous intéressent, parce qu'on sait où les trouver. Ce qu'on doit apprendre, c'est comment les chercher avec lucidité et peut-être apprendre à raisonner. Je me rappelle en 1984, et oui, je suis assez ancien, je passais mon bac et on m'interdisait la calculette. Et comme je suis un peu rebelle, dirait-on, au Processcom, j'étais insurgé de cela. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'on me demande de raisonner en utilisant la calculette. Et faire des calculs sur une feuille de papier avec mon stylo, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'il est intéressant d'aller chercher à enregistrer, à mémoriser, à automatiser des choses que l'IA sait mieux faire que nous ? Probablement non. Une fois qu'on a compris le principe, on s'arrête là. Ce qui est intéressant, et c'est ça qui révolutionne, c'est qu'on va apprendre à utiliser correctement, comme j'ai appris pour les calculettes et sortir mes fonctions complexes sur ma calculette, pour avoir un usage lucide et un usage fiable. Et si ça vous intéresse, je vous parlerai d'une démonstration que j'ai faite en recherche où quand un chef d'entreprise cherche à développer un projet, il peut avoir ce que l'on appelle des fausses belles réponses. Et c'est ça le problème de l'IA. L'IA fait une réponse esthétique qui nous conforte. Et pour autant, elle n'est pas forcément vraie. Bon, alors c'est l'occasion justement de rentrer dans le vif du sujet. La raison de votre présence sur ce plateau, c'est que vous avez écrit une tribune récemment intitulée donc l'IA éducative, miroir ou rencontre, dans laquelle vous partez d'un postulat qui est assez simple. Finalement, l'IA ne produit pas la connaissance en soi, c'est ce que vous nous expliquez. Elle prolonge simplement ce que nous lui demandons inconsciemment. Mais alors pourquoi c'était si important pour vous de rappeler justement que l'IA, elle ne produit pas de connaissance en soi ? Parce que la nouvelle compétence, dans cette révolution, la nouvelle compétence, c'est pas simplement l'art du prompt, c'est l'art du doute. C'est l'art de la lucidité. On appelle ça la non-clôture. Je dois toujours imaginer que j'ai cadré, peut-être trop cadré, surtout quand la réponse me conforte immédiatement et dit « Ah, mais évidemment, j'ai même perdu du temps à ce prompt puisque je le savais déjà ». Posez-vous la question de savoir si la réponse est à la hauteur de ce que vous attendiez ou à la hauteur de la science. Et là, du coup, c'est le moment où les biais entrent en considération. Et oui, les biais, parce que, évidemment, on n'utilise pas l'IA pour se faire avoir. On se fait avoir parce que... Et l'IA ne pense pas. L'IA n'est pas là pour jouer contre nous. On pourrait reparler des réseaux sociaux, de TikTok et des algorithmes qui sont faits pour nous piéger, mais l'IA n'est pas là pour nous piéger. C'est nous-mêmes qui nous piégeons avec l'IA. Et l'inconscient, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Voilà. Je vais vous demander de ne pas faire deux choses. Ne levez pas la main gauche.
Bon, J'ai j'ai très envie de l'impression le que ça faire. marche un petit peu. Oui, mais parce que je tiens un stylo. Oui, peut-être. Et par contre, ne pensez pas à 3 plus 2. Ça fait 5. Ah mince. Et oui, vous avez 5 dans la tête immédiatement. Kahneman, prix Nobel décédé il n'y a pas longtemps, nous explique que 95% de ce que l'on fait tous les jours est automatique. C'est comme ça qu'on n'est pas fatigué et qu'on est très fatigué quand on dit « Oh là, aujourd'hui j'ai fait un truc que je faisais jamais avant, c'est très compliqué ». Eh bien, quand je automatise les choses, je les simplifie. Et quand je les simplifie, je les biaise au sens où je fais des raccourcis. Mais peut-être que je peux vous faire, si on peut projeter 2 ou 3 images. Mais avec grand plaisir. Je vais vous faire une petite démonstration. Ici, vous, par exemple, vous voyez quoi? Eh bien, écoutez, sur la première image, j'aurais tendance à dire que je vois un chien assis. Sur la deuxième, peut-être un chat assis. Et sur la dernière, un lapin. Très bien. Alors, merci. Et désolé de vous tromper à chaque fois et de vous piéger. Effectivement, on a envie de voir un chien, un chat, un lapin. Certains disent « Ah, c'est peut-être un loup ». En tout cas, on a changé le cadre. On est là dans des animaux que l'on doit reconnaître. On n'est pas là pour se douter qu'en réalité, passer la diapo suivante, qu'il s'agit de gens qui se regardent. Et il ne s'agit que de gens qui se regardent, qui se sourient dans l'empathie. Et le cadre que j'ai commencé à fixer vous a induit en erreur. Évidemment, c'est un piège que, d'ailleurs, vous retrouverez, il y a une quarantaine de pièges comme ça qui va sortir dans un bouquin chez Duno sur des pièges qui permettent d'aller emmener les étudiants à comprendre ce que c'est que refermer le cadre, refermer le champ des possibles et douter. Et ça, c'est la nouvelle compétence avec l'IA, douter de la réponse parce que je doute de l'influence que j'ai commencé à mettre. Mais alors pourquoi on fait une confiance aveugle à l'intelligence artificielle? Parce que finalement, on en a tous plus ou moins conscience qu'on est imprégné de biais. Parce que l'intelligence artificielle... Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit parce qu'on n'est pas forcément conscient qu'on est imprégné de biais. Et d'ailleurs, ça sert à ça. La première chose, c'est d'aller enlever la suspension du doute. Et quand je discute avec vous, j'utilise mes biais. Parce que l'humain, dans la nature, quand il était préhistorique, il n'y avait pas d'IA encore. Enfin, ou alors, je ne le sais pas. Mais il utilisait déjà des biais. C'est ça qui lui a permis de survivre. Quand j'utilise un biais avec quelqu'un et que je lui dis « Écoute, dis-moi pourquoi tu es en retard », je présuppose qu'il est en retard. Donc j'ai déjà fermé le cadre. Sauf que l'humain en face va me dire « Mais qui te permet de dire que je suis en retard ?» L'IA va juste expliquer pourquoi je suis en retard. C'est ça la différence. Il n'y a pas de sens critique dans l'IA. L'IA, par contre, va donner une réponse esthétiquement viable. Et si je lui dis « Explique-moi pourquoi tu es en retard et donne-moi des références APA universitaires », elle va s'attacher à me faire une conférence universitaire sur l'explication de mon retard. Mais elle ne commencera pas par dire, mais juste qui te permet de dire que j'étais en retard. Mais alors, dans votre tribune, vous avez pris le temps de développer les biais qui nous influencent. Et même si c'est un petit peu technique, je crois que c'est extrêmement important dans le cadre de la pédagogie notamment, de pouvoir comprendre chacun de ces biais, comprendre comment ils influencent nos prompts, à commencer donc par le biais de confirmation. Kezako. Le biais de confirmation, c'est Stéphane, dis-moi qui est la plus belle. Enfin, au miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et c'est Stéphane la réponse. C'est je vais confirmer. Explique-moi en quoi, par exemple, les cours en visio sont un mode dégradé des cours en présentiel. L'IA va vous répondre. Moi, j'aimerais bien poser la question, c'est est-ce que tu peux déjà confronter les deux idées et savoir si effectivement le distanciel n'est quelquefois pas plus utile et que ce n'est pas un mode dégradé. Sauf que l'IA ne va pas vous remettre en doute. Si vous n'avez pas l'art du prompt, mais surtout, et là on vient d'en parler, le fait de connaître soi-même ses biais, c'est ce que disait Spinoza, l'homme libre est celui qui maîtrise son inconscient, qui sait comment son inconscient est fait. Et d'ailleurs j'ai mis au point un test qui s'appelle Scope 10 et qui permet en 4 minutes de savoir quel est votre biais cognitif dominant. Parce que nous sommes des humains, donc des semblables, vous et moi, nous tous, mais on n'est pas des identiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même dominant. Et l'important, c'est de savoir, là, en ce moment, qu'est-ce qui me domine. Parce que, quand je dis en ce moment, il faut aller chercher aussi la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que, comme j'apprends en permanence, je suis capable de désapprendre un biais pour qu'il domine moins. Ce qui est une bonne nouvelle. Je vais vous redonner un exemple de piège, mais évident. Lisez ici et essayez de trouver l'erreur sur cette image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelle est l'erreur sur cette image? Je laisse 3 secondes aux spectateurs pour essayer de comprendre. Et voilà. 3 secondes top chrono. Et moi-même, je vais vous le dire, je n'ai pas vu l'erreur. On me l'a soufflé dans l'oreillette. C'est qu'il y a 2 fois voir. Exactement. Et notre cerveau
a pris le soin d'enlever sans mon autorisation ce qu'il pensait être inutile. Ça veut dire que dans l'enseignement, en général, ces biais s'appliquent. Mais avec l'IA, le problème, c'est que lorsque je vais prompter, lorsque je vais rédiger inconsciemment ma question, je vais utiliser ce type de biais. Et vous avez vu que c'est invisible, c'est imparable. On n'a pas la notion de l'importance de nos biais, de nos stéréotypes, de notre tri de l'information. Et regardez encore un exemple ici. Est-ce que vous êtes capable de voir l'erreur sur cette image? Alors, honnêtement, pour être clair, j'ai pas mis 2 fois le mot voir, je l'ai déjà fait une fois. Oui, alors j'ai quand même cherché en priorité ça, mais là, je ne vois pas quelle est l'erreur sur cette image. Eh bien, simplement, les dames sont assises sur rien du tout. Il n'y a pas de banc. Eh oui. Sauf que votre cerveau, alors au début, le cerveau a imaginé que ça voulait dire ça, donc il a transformé la réalité pour les animaux. Il s'est autorisé à supprimer un mot et maintenant il s'autorise à rajouter des choses. C'est-à-dire que nous les humains, des semblables, on est des quêteurs de sens. Ce qui n'a pas de sens doit trouver du sens. Et c'est en cela qu'on cherche à clôturer les choses. On ne veut pas du doute. Le doute nous ennuie. Donc on veut des certitudes. Et quand j'ai une certitude et que je l'ancre, alors définitivement, quand je vais inconsciemment faire ma question, je vais induire le cadre, je vais resserrer le cadre. Et ça, c'est le biais de cadrage. Ça, c'est le biais de cadrage. Et quand ça va répondre, au moment où je lis, comme je suis un humain aussi, je vais avoir le biais de confirmation en disant « Ah, bon, bah, tu vois, même l'intelligence artificielle dit comme moi ». Et évidemment, plus on est nombreux, ça s'appelle l'effet de halo, plus on est nombreux à penser la même chose, plus on a l'impression qu'on a raison. Sauf que la dernière fois, c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient beaucoup à penser la même chose, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Effectivement. Dans le cadre d'un prompt, ce biais de cadrage, justement, ça signifie que peut-être un seul mot peut changer toute la réponse que l'intelligence artificielle va nous donner? Et vous savez quel est le mot le plus restrictif? Alors qu'on a l'impression que c'est l'inverse, c'est le mot « pourquoi ». Pourquoi tu es en retard? Vous venez de fermer la question. Bah, vous savez, là, je suis en train de presque passer un mauvais moment parce que je suis en train de remettre en considération le fonctionnement de mon cerveau. Oui. Alors, vous venez de passer de l'inconscient confortable à une conscience lucide qui va redevenir confortable une fois qu'on aura fait le travail de métacognition, c'est-à-dire d'apprendre ce qui nous gouverne. Et la différence entre se bercer d'une illusion de confort et de passer dans l'inconfort, c'est ça qu'on doit apprendre justement aux étudiants. C'est comment le doute devient la jouissance de la compréhension et non pas le confort devient pratique. Bon, on va en parler. C'est tout un programme, je vous l'avais dit, cette émission. On continue en seconde partie, mais d'abord, cap sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler.強いですね。
sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Stéphane Ginocchio, enseignant permanent au Collège de Paris et conférencier en neurosciences appliquées, avec qui on évoque au cours de cette émission la manière dont nos biais influencent les réponses des intelligences artificielles génératives et les conséquences que cela peut avoir dans un cadre pédagogique. On va reprendre tout de suite cette discussion passionnante. C'est tout de suite dans la deuxième partie du Talkie. Alors Stéphane, jusqu'à présent, on a commencé à décrypter les biais justement qui nous influencent, le biais de confirmation, le biais de cadrage. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un biais extrêmement important qui est le biais de stéréotype. Et on va toujours le faire à travers d'un petit jeu puisque finalement, une image vaut 1000 mots. Ah oui, voilà, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous êtes prêt à faire un tour de magie ? Oui, bon, la réponse est oui, je suis content. Et donc, choisissez une carte. Choisissez une carte, allez-y rapidement, vous l'avez. Très bien, ne le dites pas, hein. Allez-y. Diapo suivante, j'ai fait disparaître votre carte. Juste votre carte à vous. Votre carte à vous a disparu et que celle-là. Et vous qui nous écoutez, c'est exactement la même chose. Votre carte a disparu. Bon, c'est vrai que je ne suis pas magicien, mais j'adore la magie parce que la magie utilise les biais cognitifs et là, c'est le biais stéréotype. Je vous donne la réponse. J'ai changé toutes les cartes, mais vous avez stéréotypé. Vous avez dit, forcément, ça doit être les mêmes puisqu'elles se ressemblent. Bien sûr, et qu'on s'est concentré sur une seule carte. Exactement, et c'est comme ça qu'on tombe dans beaucoup de travers de la société en général, où effectivement, si on enseignait l'art du doute et l'art cognitif de la métacognition, on ne tomberait pas dans ces biais qui ont fait qu'à mon époque, en 1968-69, quand je commençais la petite école, on expliquait aux filles qu'il ne fallait pas faire des maths parce qu'elles n'étaient pas faites pour ça. On le dit toujours, hein, je crois. Un petit peu. Moi, en tout cas, je lutte pour cela et j'espère qu'on le dit de moins en moins. Mais effectivement, vous voyez ça, c'est typiquement un biais qu'on peut reproduire par l'IA. Et l'IA, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, va être un miroir de nos biais. On a à peu près 120 biais identifiés pour gagner du temps, du sens, de l'information, peu importe. Ces biais, quand ils sont dominants chez moi, et je vous rappelle, on est des semblables, on a 120 biais, mais chez moi, ils dominent maintenant un seul, et chez vous un autre, et c'est comme ça qu'il est intéressant de le diagnostiquer rapidement. Ce biais va être amplifié, et en plus, comme j'ai toujours ce biais de confirmation, je vais être content d'avoir la réponse que j'attendais. Ce qu'il faut peut-être aujourd'hui, et votre question était de révolutionner l'enseignement par l'IA, c'est de changer de posture et d'apprendre à utiliser cet outil correctement. L'idée, c'est quand on a inventé une voiture, de ne pas avoir une voiture qui va plus vite, plus loin, plus sécure. C'est déjà de dire qu'il fallait prendre conscience qu'il fallait un permis de conduire. Aujourd'hui, il faut un permis de conduire l'IA. Bon, alors, juste... On va prendre le temps de déculpabiliser quelques secondes, Stéphane. Est-ce que ces biais, ce sont des erreurs ou des mécanismes normaux du cerveau ? Parce que là, je vous le dis, j'ai passé un très mauvais moment. Jusqu'à présent, c'est ce que je disais pendant la pub. Les biais ne sont pas une erreur. Notre cerveau ne peut pas en permanence découvrir des choses nouvelles. On n'est pas des poissons rouges. Donc, il a appris, comme disait Kahneman, 95% du temps à automatiser ce qu'on pensait être utile d'avoir déjà compris pour ne pas avoir la réflexion à mener après. On fait donc des raccourcis, quelquefois même des petites phrases. Vous en avez utilisé une tout à l'heure sur l'image vaut plus que des mots. Ça s'appelle un heuristique. Cet heuristique, comme c'est un raccourci, on dit OK, donc la pensée va prendre ce chemin à chaque fois que je vais rencontrer cette situation. Je fabrique donc mon logiciel avec des raccourcis pour aller vite, pour être réactif, pour être agile, pour ne pas être fatigué en permanence. Et du coup, ces raccourcis s'appellent des biais de la pensée, donc des biais cognitifs. Ces biais cognitifs, ils peuvent nous servir. Sinon, Darwin nous expliquerait que nous, les humains qui avons des biais cognitifs, on n'aurait pas survécu. Donc ça peut nous servir, mais ça peut nous jouer des tours. Et justement, pour que ça nous joue moins de tours, est-ce qu'on peut s'en débarrasser complètement de ces biais ou à minima les détourner? Et auquel cas, avec quelle méthode? Alors le biais est une des composantes du cerveau. Donc je vais vous donner une très mauvaise nouvelle. On ne veut pas s'en débarrasser. On ne veut pas s'en débarrasser. Par contre, le cerveau est plastique. En permanence, j'apprends. D'ailleurs, ce que je viens de vous faire là, vous êtes dit Stéphane m'a eu une fois. Si vous reprenez les images à la régie et que vous les montrez à des copains pour l'apéro, vous allez rejouer le jeu, mais cette fois-ci, vous avez la solution. C'est-à-dire que définitivement, on ne vous y prendra plus. Ça veut dire que vous avez appris à être dépiégé de ce type de piège. Et à chaque fois que vous allez voir maintenant des images, vous allez dire « Oh là là, je me rappelle, Stéphane nous avait piégé, je vais faire attention ». Donc, est-ce qu'aujourd'hui, votre cerveau peut changer? Oui, parce qu'il est plastique. On apprend en permanence. Donc, je peux me mettre des biais dynamiques. Je peux faire en sorte que mon cerveau ait une sorte de détrompeur.
Et c'est le phénomène de nudge. C'est ce que vous avez quand vous arrivez à un stop. On parlait de voiture. Vous arrivez à un stop et vous dites, mais quel est le crétin qui a mis un arbre? C'est un monsieur qui voulait que vous arrêtiez parce qu'il sait que s'il n'y a pas d'arbre, vous allez faire semblant de regarder et c'est là où il y a des morts. Eh bien, on peut influencer les autres et on peut s'influencer soi-même pour être mieux protégé contre l'influence des biais dominants. Bon, alors dans le cadre de l'intelligence artificielle et de la pédagogie, ça veut dire que finalement, prompter, ça devient un acte pédagogique à part entière. C'est même la compétence pédagogique aujourd'hui qu'il faut impérativement transmettre. On parle de transmission du savoir. Le savoir, ce n'est pas des datas, c'est aussi un logiciel. Et ce que je transmets aujourd'hui, c'est l'art de prompter tout en étant débiaisé. C'est-à-dire que la première des conséquences, c'est je démontre par des pièges de la pensée qu'il y a des biais. 2, je démontre par un exercice sur l'IA que l'IA n'est qu'un miroir. Maintenant qu'on a dit ça, on a l'impression de parler à des gens qui sont convaincus. Un peu comme quand je parle à des amis qui fument qu'il faut arrêter. Mais ce n'est pas parce que je leur dis qu'ils le font. Donc il va falloir passer à une étape supplémentaire, c'est les piéger réellement pour les faire vaciller légèrement, pour que le cerveau enlève son propre firewall, son propre pare-feu, en disant « Ok, je pense que si j'en suis là, c'est pas par hasard, mais j'ai peut-être un intérêt à changer un peu. » Et ensuite, je fais diagnostiquer le biais dominant en leur expliquant ce que c'est, ils comprennent ce que c'est, ils sont prêts à changer, alors on change. Et définitivement, ils ne feront plus la même erreur. C'est exactement ce dont on parlait avec le piège des chats, chiens et lapins. Définitivement, vous ne ferez plus avoir parce que vous avez choisi et vous avez accepté et vous avez intégré. Donc il faut démontrer, faire accepter, faire choisir et faire intégrer. C'est ça la nouvelle compétence. Bon, alors en un mot, en très peu de mots, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, finalement, l'IA miroir ou rencontre avec soi-même? L'IA rencontre avec soi-même comme tout miroir. Si ce n'est que c'est un miroir déformant. Attention. Bon. Eh ben, on restera là-dessus, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Stéphane Ginocchio d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes enseignant permanent au Collège de Paris et conférencier en neurosciences appliquées. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Bremont d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous invite à re-regarder l'émission pour pouvoir bénéficier de tous les enseignements de Stéphane parce que c'était très complet. Quant à nous, on se retrouve dès demain à 12h30.